François Bon, les carnets, Racine. Je sais pas si, peut-être comme moi, mais je sais pas s'il y a une thérapie Racine de toute façon, mais mon Pléiade Racine, c'est pas une fréquence régulière. Il y a des moments, se reprendre ça, cet équilibre du verre, cette bascule vers l'avant, c'est comme une sorte de, j'allais dire, de Baudelaire transparent. Ce serait vraiment idiot. Mais pour moi, il y a une espèce de besoin physique à revenir dans cette instance de la langue. C'est une instance ouverte en amont, évidemment. Peut-être plus que Sophocle, Échille, vers Euripide, ce personnage d'Écube, cette femme qui arrive au bord de la mer et qui voit le cadavre charrié de son fils qui arrive sur la plage. Et moi, ces phrases d'Euripide, combien de fois, m'ont servi aussi de lanceur à mon propre travail. Je me souviens aussi avoir pris le bateau de Corfou pour aller jusqu'en Albanie, à Saranda. Oh là là, c'était encore des périodes où c'était pas si facile de voyager. Donc, de Saranda, tu prends un bus, de toute façon c'était retour dans la journée, et tu arrives à ce qui s'appelle aujourd'hui Boutrint, juste à la frontière, là, Albanie, Grèce, avec un bac, un passeur ancestral là, qui est là. Et donc dans ces ruines, la scène est à bout trop haute. C'est les ruines là où Andromaque était détenu. Et évidemment, tout ça marque. Mais pour moi, Racine, donc, le Pléiade, c'est celui dont Georges Forestier a fait la préface. Georges Forestier a aussi fait une grande bio de Racine qui est très très surprenante parce que j'irais au rebours de ce qui conditionne un homme dans son époque. Lui, il part de l'atelier de Racine. Et c'est des questions d'argent, des questions de publicité, des questions de rivalité avec Molière, avec l'opposition de la troupe du Français, et celle de Molière, avec l'opposition bien sûr permanente à Corneille, ou leur réconciliation, ou les deux Bérénice là, qui arrivent en même temps. Et il y a tout un passage aussi justement peut-être moins sur l'écriture que sur la question de la déclamation. Et puis aussi, bien sûr, le rapport aux sources, justement, à Échille, et puis toutes ces périodes dans Racine tellement bizarres avec Athalie et Esther à Port-Royal, et puis cette reconversion, là, lui dit, qu'il appelle retraite, tout simplement, comme historiographe du roi, et puis ses papiers détruits. Donc, pour moi, Forestier, alors il y a aussi celle de Molière, mais au point tellement associé à Racine. Je crois que c'est là-dessus qu'on s'est rencontrés. Grand gars, maigre, alors on avait quasi le même âge, et Georges Forestier est décédé hier. En tout cas, c'est hier que par Alexandre Géffen, j'ai appris son décès. Alors évidemment, ça pince, mais l'occasion d'un petit hommage. Forestier, la période où on échangeait le plus justement sur Racine, il était à la Sorbonne. Mais c'est ces grands gabarits d'intellectuels, quoi. Mais ces grands gabarits d'intellectuels qui ont cette simplicité, là, justement, un saltimbanque. Ouais, mais on discutait langue, écriture, mais on discutait aussi rock. Il me charriait sur mes Rolling Stones, mais lui, je le vois encore avec sa grosse moto, là, son casque et tout ça, et on parlait aussi guitare Gibson, puis là, on avait des échanges très précis sur des détails, et c'était un fou de King Crimson, j'allais dire du groupe King Crimson, mais King Crimson, c'est pas vraiment un groupe, c'est une sorte d'orchestre autour d'une personnalité tellement
atypique, singulière, Robert Fripp, Frippy pour les copains. Et Fripp, aujourd'hui, si vous cherchez sur YouTube, par exemple, tous les dimanches midi, rituellement, avec sa compagne, ils font une espèce d'impro dans la cuisine de 2 minutes 30. Lui, il se met à 80 balais, il se met une espèce de crête punk et du maquillage, drôle de bonhomme. Mais King Crimson, une musique tellement savante. Voilà, donc je crois que Georges Forestier était la seule personne au monde qui, forcément, quand on échangeait, on parlait de King Crimson. Et ouais, juste quelques minutes d'hommage. Je reprends le Pléiade. Franchement, c'est la première fois que je vais lire un Pléiade, là, dans ces carnets. Une intro qui resitue un petit peu tous les trucs politiques, mais justement, politique de l'écriture. Je crois que c'est vraiment impressionnant comment ce type-là est sur Molière, est sur Racine, est sur Corneille, donc le XVIIe siècle, mais là où la langue échappe là, à tout ce qui peut encore avoir de chaotique, de mouvant là, dans le XVIe. Bon, lui, il va pas dans la prose, dans Bossuet, etc. Mais il commence à trouver ce que Ponge dit aussi dans son Pour un Malherbe, cette rigueur de chant qui nous permet le solfège ensuite. Et quand vous prenez, par exemple, Proust, son article sur Baudelaire, oui, je fais des sauts et gambades, comme dirait Montaigne. Mais Proust, quand il est écrit, vous savez que ce truc à la fin, où je dis, on m'excusera d'inexactitude dans les citations, j'écris sur mon lit d'hôpital, je n'ai pas mon Baudelaire à la main. Mais il cite du Racine, il cite du Malherbe, il cite du Hugo, il cite tout ça. Et c'est tellement lié. Mais ça, le 17e, voilà, il y a cette espèce de quelque chose qui se ramasse dans la main et qui se donne, mais qui se donne accompli. Et Forestier, je crois, c'est vraiment celui qui est revenu là, non pas en disant « Oh, à distance, qu'est-ce que je peux voir là de ces gens, les Boileau, Molière, Racine ?» Non, il prend ça dans leur atelier, dans leur correspondance, dans leurs échanges, dans leurs polémiques, dans leurs réponses. Et puis, qu'est-ce qui change aussi, justement, qu'est-ce qu'on fait dans l'atelier ? On écrit la syntaxe. Et juste après cette intro, la Pléiade, il fait son boulot, il y a une chronologie, il fait son boulot, et puis juste avant d'attaquer, avant de lancer les textes de théâtre, note sur la présente édition, il y a un texte qui s'intitule Pour lire Racine. Non, même pas pour lire Racine, un texte qui s'intitule directement Lire Racine. 2 fois I, 2 fois E, 2 fois R, lire Racine. C'est très court. Et pour moi, ces quelques pages, ça a changé mon approche, j'allais dire globale de la langue écrite dans son rapport à l'oralité, disons-le comme ça. Mais c'est venu là, ce tout petit truc, bien avant que je connaisse le Forestier. C'est justement parce que ces petites pages là, entre l'intro et les textes de Racine, venaient là déplacer. Qu'est-ce que c'est ? Là, la chose écrite, la chose publiée, c'est évidemment ce que je lui ai dit et qui a fondé ensuite la relation. Je suis même aperçu que ce monument Racine, comme moi je dis, mon monument Rabelais, j'avais pas eu besoin de l'acheter et il me l'avait offert. Georges Forestier. Lire Racine. Remarque de grammaire sur Racine, 1738, par l'abbé d'Olivet. Une chose assez singulière et qui peut-être ne se trouve que dans notre langue, c'est que nous avons 2 manières de prononcer, l'une pour la conversation, l'autre pour la déclamation. Celle-ci donne de la force et du poids aux paroles et laisse à chaque syllabe l'étendue qu'elle peut comporter, au lieu que celle-là, pour être coulante et légère, adoucit certaines diphtongues et supprime des lettres finales. Voilà, ça c'est l'épigraphe. Alors, Pléiade,
Alors Pléiade, moi le problème c'est que c'est toujours écrit petit, mais on va essayer quand même. Il allait de soi pour un auteur aussi répandu que Racine de présenter ses œuvres dans une graphie modernisée. C'est au demeurant le principe adopté par la bibliothèque de la Pléiade pour tous les auteurs du XVIIe siècle. Il importe peu de savoir aujourd'hui, sinon à titre de curiosité, que le premier vers d'Andromaque revêtait cette forme, oui, O-U-Y, puisque puis séparé que, je retrouve un ami avec un A majuscule M-Y, si fidèle, F-I-D-E-L-L-E. D'autant que moderniser l'orthographe n'affecte en rien la lettre des textes dans la mesure où la graphie des mots n'était pas fixée à l'époque. Bon, problématiques qui sont les nôtres aussi dans Rabelais en permanence. Nous avons en revanche scrupuleusement respecté la ponctuation. Et ça aussi, moi, qu'est-ce que j'en ai pris là, quand la première fois qu'entre 92 et 96, les petites éditions chez Paul avec Novarina, tout ça, on se disait, nous, on a besoin d'un Rabelais selon la ponctuation originale. Un Rabelais ethnique, dans le monde. Sauf dans quelques rares cas, alors que maintenant tout le monde fait pareil, sauf dans quelques rares cas manifestement fautifs, bien qu'elles puissent parfois surprendre nos habitudes de lecture. Outre que moderniser la ponctuation, comme on le fait depuis 2 siècles, aboutit souvent à imposer l'interprétation de l'éditeur, de sorte que le même texte établi par 2 éditeurs différents peut présenter des ponctuations différentes et partant des nuances de sens différentes. Il s'agit d'une véritable trahison des intentions explicites d'un auteur pour qui la ponctuation, à la différence de l'orthographe, relevait de règles stables, quoique différentes des nôtres, et jouait un rôle essentiel dans la lecture de ces vers, ce qu'il va démontrer maintenant. Et si vous allez sur le site Gallica, par exemple, vous pouvez trouver les facsimilés des originales de Racine, où là, justement, la question de la graphie et de la ponctuation se présente ensemble. Les règles actuelles, accordées à un type de lecture qui a achevé de s'imposer au XIXe siècle, la lecture silencieuse, et là encore, grande problématique pour le XVIe aussi, assignent à la ponctuation la fonction de distinguer pour l'œil des ensembles syntaxiques et d'introduire des nuances de sens. Au XVIIe siècle, qui ne connaissait qu'une forme de lecture pour les textes poétiques, la lecture à haute voix, la ponctuation avait pour fonction de marquer les pauses dans le discours en guidant la voix et le souffle. On ne se préoccupait du sens que lorsqu'il s'agissait du point qui signale la fin d'une période considérée comme achevée, du point d'interrogation et du point d'exclamation. Les traités de langue, de grammaire ou de poésie s'attachaient ainsi à marquer soigneusement la gradation des pauses dans le discours que devait signaler la virgule, le point-virgule, les 2 points et le point, et soulignaient par exemple que le point-virgule est une variante de la virgule destinée à marquer une pause à peine plus longue, surtout destinée à se substituer à elle dans une période un peu étendue, tandis que les 2 points, que Racine utilise très rarement, contrairement à Montaigne par exemple, marque une pause plus longue que le point-virgule. C'est pourquoi il arrive fréquemment chez Racine et tous les écrivains de son temps qu'un point-virgule apparaisse à l'intérieur d'une même phrase, introduisant une légère suspension vocale entre une série de propositions subordonnées et la proposition principale. On lit ainsi dans Bérénice, Antiochus rappelle à Bérénice les exploits militaires de Titus en Judée. « Quoiqu'attendu, madame, à l'empire du monde, chérie de l'univers, enfin aimée de vous, point virgule, il semblait à lui seul appeler tous les coups. Au nom de cette fonction rythmique de la ponctuation, le point lui-même peut venir séparer 2 propositions subordonnées lorsqu'il s'agit de marquer une longue pause entre elles, comme on le voit dans ces vers de la Thébaïde. De tout le sang royal, il ne reste que vous, et plutôt Dieu créons qu'il ne resta que vous, point, et que mon désespoir, prévenant leur colère, eût suivi de plus près le trépas de ma mère. Pour les mêmes raisons, mais en sens inverse, on peut s'attendre à ce qu'un ensemble apposé à un substantif ne soit pas nécessairement
encadrés par des virgules. Voici comment les vers 405-406 de Britannicus, dans lesquels on a pris l'habitude depuis le 19e siècle d'introduire 4 virgules, après comme, après amour, après yeux, après fermé, se lisent dans toutes les éditions parues du vivant de Racine. Voilà comme, occupé de mon nouvel amour, mes yeux sans se fermer ont attendu le jour. On voit aisément que la ponctuation actuelle, en désarticulant ces deux vers en 5 segments inégaux, ne tient aucun compte de leur rythme. Il faut avoir en effet présent à l'esprit, et certains traités de poésie insistaient fortement sur ce point, que l'alexandrin obéissait à une structure rythmique rigoureuse, 2 hémistiches égaux articulés autour de la césure placée après la 6e syllabe, offrant la possibilité de marquer une pause très légère au milieu du vers et impliquant une pause légère à la fin du vers, à moins que, justement, une ponctuation n'indique explicitement la nécessité d'une pause supplémentaire. Or, si Racine se révèle l'auteur de tragédies le plus soucieux de jouer sur des effets dits de naturels, cherchant souvent dans cette intention à désarticuler le rythme traditionnel de l'alexandrin par des ruptures de construction, des enjambements, des rejets, et par l'utilisation de la ponctuation, il s'est gardé ici d'introduire la moindre indication spécifique de lecture, pas même à la fin du premier vers, où la présence d'une virgule aurait marqué l'exigence d'une suspension un peu plus longue, ce qui implique que les 2 vers cités appelaient la lecture suivante. Voilà comme occupé de mon nouvel amour, mes yeux sans se fermer ont attendu le jour. Outre sa fonction rythmique, la ponctuation servait à marquer les tons, les intensités, comme d'ailleurs une bonne part des très nombreuses majuscules que l'on rencontre dans tous les textes de l'époque et qu'il semble quelquefois impossible d'expliquer. C'est pourquoi il est très fréquent chez tous les écrivains du XVIIe siècle qu'une virgule sépare un groupe sujet du groupe verbal ou encore un ensemble sujet-verbe de la proposition complétive qui le suit. Ainsi, le vers 1566 de Phèdre dit, lui, virgule, qu'avec douceur il traite sa captive. Inadmissible aujourd'hui, cette virgule qui sépare un verbe de sa proposition complétive crée une suspension destinée à produire un accent d'intensité sur les premiers mots. De même, doit-on considérer comme une marque de hauteur de voix, presque un cri, l'étonnant point d'interrogation du vers 705 de la Thébaïde. « Parlez, parlez, ma fille !» Point d'interrogation. Que Racine a maintenu dans toutes les éditions, alors même que cette pièce est celle qu'il a le plus profondément modifiée d'une édition à l'autre, succédant à une série de questions marquant l'angoisse, le désespoir, la fureur, manifestée par une mère dont les 2 fils cherchent à s'entretuer. Ce point d'interrogation indique que la voix doit se maintenir à la même hauteur qu'à la fin de chaque vers précédent. S'il est tout à fait exceptionnel que le point d'interrogation soit ainsi un signe d'intonation coupé de toute fonction grammaticale, Racine, préférant pour sa part multiplier les vraies interrogations et exclamations pour marquer la montée de l'émotion, le phénomène inverse est beaucoup plus fréquent. Des phrases interrogatives peuvent se terminer par un simple point, indiquant par là que la question est purement informative et qu'aucune montée de la voix à la fin du vers ne doit pouvoir être interprétée comme une marque d'émotion. Comme chez Rotrou et chez Molière, ce point d'intonation se rencontre à plusieurs reprises dans la première édition de la Thébaïde, et notamment dans un vers qui est l'exact pendant de celui précédemment cité, « Ma fille, avez-vous su l'excès de nos misères ?» Point, et pas point d'interrogation. Supporté par l'inversion du sujet que souligne la légère accentuation du su impliqué par la césure. « Ma fille, avez-vous su l'excès de nos misères ?» La forme interrogative peut ainsi se dispenser de tout point d'interrogation. Ce système de notation vocale, auquel Racine va renoncer progressivement par souci de la perfection grammaticale de la chose imprimée, se retrouve sous la même forme dans les 2 premières éditions de Britannicus. « Burrus, avez-vous vu quel regard furieux Néron, en me quittant, m'a laissé pour adieu ?»
point et pas point d'interrogation. C'est une question oratoire en forme de constat désabusé que formule Agrippine. Le point d'intonation indique donc au lecteur et au comédien que la voix ne doit surtout pas monter à la fin du second vers. Autant dire que le respect de la ponctuation originale permet de découvrir que celle-ci est avant tout un guide pour la lecture à haute voix et pour la déclamation. Elle nous invite à lire un texte de théâtre de cette époque selon la même manière dont il a été conçu. Racine, qui était considéré comme le meilleur déclamateur de son temps et qui faisait répéter à la chant mêlée, son actrice principale, chaque nuance de la déclamation de chaque vers, a écrit ses pièces en les prononçant à voix haute et en notant par la ponctuation comment elles devaient être déclamées par les comédiens et dites par tous ses lecteurs. Jamais il n'aurait songé, en les composant, qu'elles pourraient un jour être lues par des lecteurs formés à la seule lecture silencieuse, ou qu'elle pourrait être jouée de manière psychologiste par des acteurs adeptes de l'une ou l'autre des nombreuses formes un peu naturalistes et qui voient dans les alexandrins raciniens une sorte de prose rimée. Qui osera aujourd'hui lire ces textes à voix haute en suivant les nuances de la diction impliquées par la versification et marquées par la ponctuation goûtera pleinement la beauté des vers de Racine. Voilà. Georges Forestier, éditeur du Pléiade Racine, je crois que c'était en 1999, avec une préface sur Racine et son temps, une chronologie et ce texte pour lire Racine, bien sûr complémentaire de la grande bio Jean Racine, mais qui ne reprend pas cette question-là, très précise, pourtant tellement importante. Et pensée triste, évidemment, pour Georges Forestier qui nous a quittés hier. Quand tu arrives à un certain âge, tous les potes de ton âge, c'est comme ça, hein. C'est pas d'aujourd'hui ça. Pensez quand même. Pour le mec en moto qui aimait tellement King Crimson.